Bien, chers amis, bonsoir. Je suis content de revoir parmi nous Natacha Polony, qui nous avait déjà dans le temps présenté deux de ses livres. Elle revient avec un livre au titre qui nous rappelle bien des choses, Changer la vie. Et c'est un livre en forme de pré-projet ou d'esquisse d'un projet, puisque le sous-titre, c'est Pour une reconquête démocratique. Très très vaste ambition, Natacha. Je vous laisse le soin de la présenter. Vous fermez vos portables, s'il vous plaît. Je vous laisse le soin de présenter votre livre et ensuite, si vous le voulez bien, vous répondrez à nos questions. Avec grand plaisir. Tout d'abord, je vous remercie très sincèrement de cette invitation qui, en effet, s'inscrit dans une suite de rencontres et disons, un parcours un parcours idéologique dans lequel il n'y a pas de hasard au fait que nous nous soyons croisés, me semble-t-il. Ce livre, donc, porte un titre qui est volontairement extrêmement chargé en références, mais surtout qui part du principe que changer la vie est la seule véritable définition de la politique. Il n'y a pas de politique si l'on n'a pas l'objectif de changer la vie, c'est-à-dire d'avoir une prise sur la vie des gens en général. À ceci près, et je vais y revenir certainement, à ceci près qu'il me semble, et c'est le point fondamental de ce livre, il me semble qu'un projet collectif n'est possible qu'après ou en même temps qu'un travail individuel d'émancipation. Je m'explique. J'ai voulu dans ce livre penser les conditions d'une reprise en main de la démocratie parce qu'il me semblait que le sujet essentiel aujourd'hui est cette question démocratique. Nous ne sommes plus tout à fait en démocratie. Nous avons toutes les apparences de la démocratie, nous votons de temps en temps, nous sommes très très contents de mettre un bulletin dans l'urne, mais nous savons tous très bien, et depuis longtemps, que tout cela ne fonctionne pas. Et je pense que les dernières élections nous ont prouvé à quel point le système est au bord de s'effondrer. Alors il y a des rustines, même institutionnellement, on a inventé des rustines multiples pour essayer de faire en sorte de perpétuer le même. Et il me semble que l'avènement d'Emmanuel Macron relève de ce formidable tour de passe-passe qui consiste à faire du même avec du supposé différent, du supposé autre et nouveau. L'ensemble des soutiens d'Emmanuel Macron dans cette campagne étaient ceux qui, pendant des années, ont estimé que la fausse alternance entre droite libérale et gauche libérale servait à perpétuer le même système économique et qui se sont aperçus à un moment donné que cette fausse alternance était devenue contre-productive. Que donc, pour maintenir ce même système économique, il fallait tout simplement changer de posture et au contraire réaliser cette alliance des libéraux de droite et des libéraux de gauche. Et on voit très bien pendant l'élection présidentielle comment au départ ces forces-là se sont coalisées autour d'Alain Juppé, puis Alain Juppé est éliminé à la primaire de la droite et tout à coup on voit un report de toutes ces puissances-là sur Emmanuel Macron. Bon, mais une chose est d'expliquer cela, une autre est de constater que lorsqu'on en est à des élections législatives à 57% d'abstention, on ne peut plus vraiment considérer que le vote est significatif et qu'il existe une légitimité totale du pouvoir en place. Quand le parti qui aujourd'hui possède 350 députés a fait 14,5% des inscrits au premier tour des législatives, c'est qu'il y a un problème démocratique. Mais cette question des institutions masque, en fait, me semble-t-il, une question beaucoup plus profonde qui est celle de l'organisation de notre société et de la façon dont nous pouvons faire en sorte que chaque individu, chaque citoyen se sente tout simplement participer à la chose publique. Or, tout est fait pour que nous n'y participions pas. Tout est fait pour que
nous ne soyons que ceux qui viennent valider de temps en temps l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place. Il y a eu des insurrections par le vote. On les voit de plus en plus. En France, le référendum constitutionnel de 2005 est l'exemple absolu de ce type de surgissement qui, tout à coup, prouve que le roi est nu. C'est-à-dire qu'en effet, le système n'a plus aucune validité, n'a plus aucune légitimité, mais qu'il va se perpétuer tout de même. Et puis, tout cela s'est vu dans d'autres pays, puisqu'en fait, je pense que cette crise est en train de toucher l'ensemble des pays occidentaux, à savoir une crise qui part de la remise en cause petit à petit de tous les instruments démocratiques mis en place au cours du XXe siècle et en particulier à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc tous ces instruments de constitution d'une cohésion sociale et d'un consensus politique sont remis en cause depuis la fin des années 70, petit à petit, par une pensée néolibérale qui estime au contraire qu'il faut détricoter toutes ces assurances, toutes ces régulations, pour laisser la liberté au marché d'organiser la régulation. Ce qui s'est fait sous Reagan et Thatcher aboutit à ce que nous vivons aujourd'hui en France. Et là aussi, il n'y a pas de hasard à ce qu'Emmanuel Macron, quand il a été nommé ministre de l'économie, ait donné une première interview dans Le Point. Le jour même de sa nomination, l'interview était publiée et la phrase qui était mise en exergue était « Il n'y a pas d'alternative ». Phrase fétiche de Margaret Thatcher. Ce qui est tout de même assez délicieux de la part de quelqu'un qui était ministre d'un supposé président de gauche socialiste. On voit à quel point tout cela n'a plus aucun sens. Donc ce système qui est en train de se mettre en place et qui a petit à petit dérégulé l'ensemble des économies mondiales, en gros, est gêné par la démocratie. Les peuples sont ennuyeux, parce que les peuples se réveillent, les peuples s'aperçoivent que ce système est en train de détruire les classes populaires et les classes moyennes de tous les pays occidentaux. Et il se trouve qu'en effet, il reste tout de même un instrument qui est le vote, donc ça devient profondément gênant. Et on a vu, après le Brexit par exemple, de doctes experts nous expliquer qu'après tout, est-ce qu'il était bien raisonnable de laisser le droit de vote au peuple? On s'apercevait que c'était les moins diplômés qui avaient voté pour le Brexit, et donc certains n'ont pas hésité à formuler ceci: est-ce qu'il ne serait pas bon de réserver le vote à des gens un peu diplômés, à des gens raisonnables? Bon, l'avantage de Bernard-Henri Lévy dans ces cas-là, c'est qu'il exprime tout haut ce que tous les autres pensent tout bas, donc lui, il l'a dit. Mais il n'était pas le seul. Et en fait, quand on gratouille un petit peu, beaucoup parmi les élites médiatico-politiques pensent cela. De telle sorte qu'il m'a semblé que redéfinir réellement la démocratie était absolument nécessaire. Car je pense que ce système qui est en train de s'imposer à nous utilise tout simplement les mots et le langage pour asseoir son autorité et pour nous imposer ce que nous n'avons pas choisi. Il m'a semblé que les mots n'avaient plus aucun sens et qu'il fallait les leur rendre. Il fallait leur rendre leur sens. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où, par exemple, le mot République est devenu aujourd'hui une sorte de marque qu'utilisent les partis politiques, on a les Républicains, la République en marche, tout le monde se dit républicain, ça veut dire que ce mot ne veut plus rien dire, ne signifie plus rien. Parce que la République, ça a un sens. Et d'ailleurs, ça a un sens bien précis. C'est pour cela, par exemple, que quelqu'un comme Jean-Pierre Chevènement se réclamait de la République il y a encore 16 ans, en 2002, et qu'il se faisait traiter de national-républicain par Edoui Plenel dans Le Monde. C'est bien que ce mot avait un sens. Ça y est, il a été usé. Il n'a absolument plus aucun sens. Mais de même, démocrate, à partir du moment où quelqu'un, donc je n'en veux pas personnellement à Bernard-Henri Lévy, mais je le prends comme exemple, à partir du moment où quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy se dit démocrate et peut, dans un même temps,
expliquer qu'il faut réserver le vote aux plus diplômés, c'est que le mot démocratie ne signifie plus rien. Mais ce ne sont pas les seuls mots dont il me semblait qu'il fallait les revivifier. Par exemple, j'étais frappée aussi, lorsque j'écrivais mes chroniques dans Le Figaro, de recevoir des courriers indignés à chaque fois que j'employais le mot néolibéralisme. Et régulièrement, une part du lectorat du Figaro m'écrivait en me disant, alors premièrement, vous n'y connaissez rien en économie, donc en général quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on lui dit vous n'y connaissez rien. Et deuxièmement, le néolibéralisme, c'est une façon de critiquer le libéralisme, de dire qu'il est le mal absolu, donc vous voulez la collectivisation et les chars soviétiques aux portes de Paris. Il m'a donc semblé qu'il était nécessaire de redéfinir cette différence que, pour ma part, je fais entre libéralisme et néolibéralisme. Et qu'il fallait rappeler qu'il y avait peut-être une voie à emprunter entre le néolibéralisme tel qu'il existe aujourd'hui et les chars soviétiques. Je pense qu'il y a peut-être un moyen de trouver quelque chose de vivable au milieu de tout cela. Bref, c'est pour cette raison que j'ai choisi la forme du dictionnaire pour écrire ce livre, parce qu'il me semblait qu'il fallait éclairer chaque notion. Évidemment, les notions se répondent entre elles. Chaque mot renvoie à un autre, et tout cela construit une vision générale et un projet de société. J'ai choisi également de séparer ce livre en deux parties. Pourquoi ? Je vous le disais d'entrée, il me semblait que nous étions dans un moment de l'histoire de l'humanité où l'action collective était rendue beaucoup plus complexe par la destruction progressive de l'ensemble des liens sociaux, mais aussi des assises culturelles de chaque individu, et que nous étions dans une forme d'aliénation beaucoup plus complexe et perverse que celle qu'avait pu, par exemple, décrire Karl Marx. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, le livre commence par le mot aliénation, ça tombe bien, c'est un dictionnaire, c'est par ordre alphabétique. Et en effet, je pense que la base était de définir les aliénations nouvelles avant d'expliquer comment on allait pouvoir, justement, émanciper à la fois chaque individu et le peuple dans son ensemble. C'est pour ça donc que ce livre se compose de deux parties, la première étant une tentative pour penser les moyens d'une action collective et les bases intellectuelles, idéologiques sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour essayer de construire une société à peu près vivable, tandis que la deuxième partie est une réflexion sur l'émancipation individuelle et sur la façon dont chacun de nous peut aujourd'hui reprendre en main son propre destin. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de toute ma réflexion, il y a cette question essentielle de la souveraineté. Je pense que, puisque le sujet de ce livre, c'est la démocratie, il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. Au cœur du dispositif est la souveraineté du peuple. Le peuple assemblé choisit collectivement son destin. Il n'y a pas de souveraineté du peuple sans souveraineté nationale, parce qu'il n'y a pas de peuple qui puisse choisir son destin si une volonté extérieure s'impose à la nation, et nous l'avons vu notamment en 2005. Mais il n'y a pas non plus de souveraineté du peuple s'il n'y a pas de souveraineté individuelle, car une communauté nationale, un peuple assemblé, ne peut exercer ce rôle démocratique qui se fonde sur le débat, sur l'échange d'idées, sur la maturation de la pensée. Donc ce peuple ne peut pas le faire s'il n'est qu'une assemblée d'individus privés de leur libre arbitre. La souveraineté individuelle est la condition sine qua non d'une démocratie. Et la souveraineté individuelle repose à la fois sur l'éducation, sur l'accès au savoir qui permet à chacun d'exercer son libre arbitre, mais repose aussi sur la possibilité pour chacun d'entre nous d'échapper à tout ce qui aujourd'hui constitue une forme de manipulation. Car la spécificité, me semble-t-il, de ce système
capitaliste qui aujourd'hui se développe sous une forme mondialisée, fondée sur le libre-échange, sur les dérégulations, sa spécificité, c'est qu'il s'appuie sur la consommation. Il ne fonctionne que parce qu'il existe des individus qui sont en fait transformés, qui passent de l'état de citoyen à l'état d'outil pour ce système économique. Nous ne sommes plus des citoyens, nous sommes des rouages de la machine économique, nous sommes là pour consommer parce que ça permet de développer une production et donc d'engendrer une croissance. Or, cette consommation s'appuie sur des instruments de manipulation, à travers la publicité, à travers les incitations permanentes à abandonner son libre arbitre, sa raison, au profit des pulsions. Nous en sommes même à un stade où les neurosciences sont appelées à la rescousse pour essayer de déterminer avant nous ce que nous allons souhaiter. Donc je ne vois pas bien quelle démocratie peut exister et peut se développer quand l'ensemble de la société est organisé autour de ce genre de manipulation. C'est donc de cela d'abord qu'il faut sortir pour permettre ensuite de reconstruire un système véritablement démocratique. C'est pour cela donc que dans la deuxième partie de ce livre, on trouve une réflexion sur ce qui fait notre propre humanité, ce qui nous constitue comme des êtres libres, émancipés, capables de s'inscrire dans une généalogie, de tisser des liens avec ceux qui nous entourent, de tout simplement aussi aimer les lieux qui sont autour de nous. J'accorde beaucoup d'importance à cela, apprécier la beauté, parce que là aussi il n'y a pas de possibilité de construire une société vivable sans amour de la beauté, des lieux, de ce qui nous rattache au monde qui nous entoure et qui nous permet ensuite d'aller vers l'universel. Je crois que la question aujourd'hui qui se pose à nous, c'est de savoir comment on peut passer de notre humanité incarnée, chacun ici et maintenant, à un universel qui va permettre de partager des valeurs, ces valeurs étant au cœur d'un projet de société. C'est pour cela que donc, dans la deuxième partie qui se présente sous la forme non plus de concept mais de verbe, on commence par ce verbe aimer, et c'était un concept d'ailleurs très cher à George Orwell qui expliquait à quel point il était nécessaire tout simplement d'aimer son village, d'aimer les lieux dans lesquels on était né avant de s'ouvrir à l'ensemble de l'humanité et d'éventuellement construire une société de partage et d'égalité. Donc l'amour de son village ou l'amour de sa patrie, l'amour de ceux qui sont nés quelque part, ne conduit pas à la détestation de ceux qui sont nés ailleurs ou de tout ce qui ne ressemble pas à soi-même. Au contraire, c'est parce qu'on sait d'où l'on est que l'on peut s'ouvrir à l'ensemble du reste de l'humanité. Donc on part de ce verbe aimer et l'on va ensuite vers le verbe regarder, par exemple, dans la mesure où je pense que si l'on veut permettre l'émancipation de chaque individu, élever un enfant dans la capacité à regarder autour de lui, à comprendre le monde, à sortir de la contemplation de son nombril et à sortir de l'hypnose des écrans, tout cela, voilà, ce sont les moyens, là aussi, d'en faire des individus libres. Et puis, cette deuxième partie est une tentative aussi pour réfléchir à la façon dont l'humanité se construit par les cinq sens. Alors, il me semble que la spécificité aussi des sociétés que nous avons construites et qui sont fondées sur cette idéologie technicienne qu'avait définie Jacques Ellul,
sont des sociétés qui, petit à petit, aliènent l'être humain en le coupant de son incarnation et de ses sens. Et que la nécessité de construire une humanité qui part de ses sens pour ensuite aller vers l'intelligence, vers l'intellect, est aujourd'hui à retrouver. Pourquoi? Tout simplement parce que l'industrialisation et la consommation sont en train de nous priver de nos gestes et sont en train de nous imposer une dépendance vis-à-vis d'objets qui sont faits et dont nous ne maîtrisons pas les processus de fabrication. Donc là aussi, réfléchir à la façon dont nos 5 sens nous construisent est une façon de résister à cette aliénation par la dépendance à la technique. Donc bon, bref, ça c'est la deuxième partie du livre, la première étant consacrée à ces concepts politiques qu'il faut définir pour savoir exactement comment nous allons ensuite débattre démocratiquement. C'est pour ça que, évidemment, le concept de souveraineté est présent. Je redéfinis, je le disais, libéralisme et néolibéralisme pour expliquer à quel point donc, le néolibéralisme est une forme de perversion de ce que peut être le libéralisme. Après, on peut réfléchir à la question de savoir si le libéralisme devait ou non dériver vers ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est un débat. Mais pour autant, il y a une définition précise de ce qu'est le néolibéralisme et il est nécessaire de poser cette définition pour éviter de se retrouver piégé par ceux qui vous disent que donc, si vous n'acceptez pas le système tel qu'il est, alors vous êtes pour la collectivisation des terres, l'Union soviétique et tout cela. Donc sortir des pièges. Au cœur de ce travail, il y a aussi, et cela me semble absolument nécessaire, une réflexion sur la notion de conflit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où nous sentons monter une violence, une radicalité, qui, me semble-t-il, est une des marques de cet abandon du politique qui a été progressivement organisé. À partir du moment où nous renonçons au fait que le politique prévaut sur l'économique, nous nous condamnons à ne plus, à ne plus organiser ce qu'on appelle le conflit civilisé, c'est-à-dire la démocratie. La démocratie est la régulation des oppositions à travers la possibilité d'argumenter, de débattre, et de débattre sereinement de choix divers. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la ruse du néolibéralisme est de nous expliquer que, justement, il n'y a pas d'alternative. De nous expliquer que les experts savent qu'il existe une bonne gouvernance. Là encore, Emmanuel Macron est un exemple extraordinaire de ce type de rhétorique, puisque, quoi qu'il arrive, il explique, et c'est très clair dans l'ensemble de ses discours ou de ses interviews, il explique que finalement, les gens raisonnables savent ce qu'il faut faire. Après tout, nous sommes tous d'accord, c'est tout simplement que les politiques jusqu'à présent ont manqué de courage. Mais s'ils avaient eu le courage, tous auraient fait la même chose, puisqu'il n'y a que cela à faire. C'est une façon de dénier la possibilité même d'être en opposition avec lui. Il n'y a plus de conflit, puisqu'il n'y a pas de choix. Donc, le danger d'une telle position, c'est de renvoyer en dehors, justement, du cercle de la raison et du cercle démocratique tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et donc de les pousser dans une forme de radicalité liée au fait qu'il n'y a plus de possibilité au sein des instances démocratiques pour que ce débat ait lieu. Donc je pense que alors j'ai le souvenir d'un texte assez amusant d'un analyste qui écrit sur le site Causeur, David Degouille, qui avait parlé à propos des macronistes pendant la campagne du bisounoursisme radicalisé. C'est-à-dire qu'ils sont très bisounours, très sympathiques et bienveillants, et pour l'amour des autres, mais dans une forme de radicalité, là aussi. Pourquoi? Justement parce qu'ils refusent absolument
aux autres, aux opposants, la possibilité même de faire valoir leurs arguments et de débattre. Les opposants sont forcément dans les extrêmes. Et là aussi, il me semble qu'il faut absolument mettre au jour cette rhétorique-là, l'expliquer pour empêcher la captation du débat politique qu'est en train d'opérer le macronisme. Il y a une chose très frappante. Quand on regarde l'ensemble des discours d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit à quel point il reprend cette idée de diabolisation absolue de l'adversaire à travers, par exemple, le terme de déclinisme. Le décliniste, c'est toujours le méchant, celui qui ne pense pas comme nous. Il y a eu d'autres, dans l'histoire politique récente, d'autres manières de désigner ceux qui sont coupables de ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est. Il y a eu le mot réactionnaire qui est apparu en 2002. D'ailleurs, là aussi, c'est très intéressant de comprendre l'apparition de ce mot. Il apparaît, il est repris dans l'essai de Daniel Lindenberg, Enquête sur les nouveaux, le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires. Ce livre paraît en septembre 2002. Pourquoi ? Parce que le 21 avril a été un choc où tout à coup, les élites qui pensaient que tout allait très bien et qu'on allait pouvoir continuer allègrement à expliquer que la mondialisation était heureuse, se sont aperçus que ce n'était pas aussi simple et qu'il pouvait y avoir des insurrections. Des insurrections par le vote, même si c'était infime, même si c'était une partie de l'électorat, tout de même, ce fut un séisme. Et donc, il fallait trouver des coupables. Arrive ce livre qui explique que les coupables, ce sont les méchants intellectuels qui ont critiqué le monde tel qu'il allait, la démocratie telle qu'elle se développait. Et donc, on retrouve parmi ces coupables des gens qui n'ont strictement rien à voir entre eux, puisque ce livre est une liste des intellectuels coupables, et cela va de Marcel Gauchet à Pierre Manant, en passant par Philippe Muret. Donc on brasse assez large. Ce terme réactionnaire s'impose, et petit à petit, les nouvelles insurrections s'expriment, notamment en 2005. 2005, naufrage médiatique absolu, 95% des médias font campagne ouvertement pour le oui, et le non l'emporte à 55%. Donc on ne peut plus faire comme si c'était une petite minorité qui avait eu le mauvais goût de se montrer xénophobe et raciste en votant pour Jean-Marie Le Pen. On n'est plus dans cet ordre d'idées. Même si le lendemain du 29 mai 2005, Serge July dans Libération explique que tous ceux qui ont voté non, dont une bonne partie de ses lecteurs, sont des xénophobes, c'est tout de même difficile à soutenir. Du coup, le terme réactionnaire ne convient plus, puisque les réactionnaires, ce sont les intellectuels qui ont amené à cela. Donc il faut trouver quelque chose de plus large. Eh bien, tous ces gens qui n'ont pas cru aux médias, de grande diffusion, qui n'ont pas suivi, qui sont allés se renseigner sur Internet, notamment dans les textes d'Étienne Chouard, etc., ne sont plus des réactionnaires. Ils sont des victimes du populisme. Voilà. Ils sont dans une espèce de relent de relent éruptif qui les pousse à refuser la bonne parole, et ils sont complotistes. Vous aurez remarqué à quel point aujourd'hui le mot s'est imposé dans le vocabulaire médiatique et politique, ce mot de complotisme, qui permet de discréditer là aussi immédiatement toute thèse qui ne correspond pas à celle qui nous est servie par les défenseurs du monde tel qu'il est et du système tel qu'il existe. Et puis arrive ce mot décliniste aussi. Alors les déclinistes, c'est la même chose. Ce sont ceux qui ne se satisfont pas du présent. Donc s'ils ne se satisfont pas du présent, c'est forcément qu'ils veulent revenir au passé et qu'ils se réjouissent de ce qu'ils appellent le déclin. Voilà. Ils trouvent que c'était mieux avant, et ils sont là en train de se satisfaire de tout cela. Et donc c'est une autre façon de criminaliser la pensée divergente, et elle repose là sur cette opposition entre un présent forcément merveilleux, puisqu'il vient après le passé, et que nous sommes dans un progrès continu. Donc ce qui vient aujourd'hui ne peut être que mieux que ce qui était avant, puisque le progrès fait partie des valeurs essentielles pour qui veut accepter le monde tel qu'il est. C'est d'ailleurs pour ça
aussi que je consacre une des entrées de ce livre à la notion de progrès. Parce que cette notion de progrès est un des instruments, là aussi, de la perpétuation de cette idéologie qui nous est aujourd'hui imposée. Le progrès n'est jamais défini dans son contenu. Il est le progrès, c'est-à-dire le fait que ce qui est mieux que ce qui était. En bloc. D'ailleurs, quand quelqu'un se permet d'expliquer que peut-être 2, 3 petites choses ne vont pas très bien, au hasard, l'école. Voilà. Quand on remarque que, par exemple, la France est un des 2 seuls pays sur 50 dans les études sur les compétences en lecture des enfants de CM1. Donc que la France est un des 2 seuls pays sur 50 à voir son niveau régresser depuis 2000, l'autre étant la Belgique francophone. Quand on a le malheur de remarquer que c'est tout de même surprenant de voir que la Russie et Singapour, qui arrivent en tête de ce classement, ont 25% de très bons lecteurs, nous n'en avons que 4%, et qu'en gros derrière nous, puisque nous sommes 34e dans cette liste, bon, il reste le Chili, l'Afrique du Sud, etc., mais que tous les pays occidentaux sont devant nous, on est forcément un décliniste, et on veut forcément revenir en arrière. Donc, c'était mieux avant, c'est ce qu'on vous dit. Ah bon, vous voulez donc dire que c'était mieux avant? Il est nécessaire de penser en bloc, de penser que, de même, nous avons vécu l'espèce de célébration burlesque de mai 68, qui relève à peu près de la même rhétorique. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'être pour ou contre mai 68. Mais surtout, ne pas essayer de réfléchir à ce qu'est mai 68 comme symptôme d'une évolution générale des sociétés occidentales, comme conséquence de l'affirmation progressive de l'individu contre l'emprise dans les diverses sociétés traditionnelles de la communauté, de la collectivité. Non, ça, il est interdit de réfléchir à ça, il faut être pour ou contre mai 68. Donc cette notion de progrès s'impose pour interdire toute remise en cause de ce qui est aujourd'hui le monde tel qu'il apparaît et qui peut se caractériser par tout simplement la destruction progressive de tout ce qui a permis depuis la Renaissance de construire une société fondée sur la dignité humaine, sur l'aspiration collective à penser plus de liberté, plus d'égalité, une fraternité humaine. Donc toutes ces notions-là aussi méritent d'être redéfinies. De même que tout cela s'appuie sur un pilier fondamental, et là aussi un mot totalement galvaudé, qui est celui de laïcité. L'un des mots sans doute les plus abîmés aujourd'hui, puisqu'il est possible de nos jours d'expliquer qu'on est laïque, mais qu'on incite les catholiques à s'engager en tant que catholiques, que l'État est laïque, mais la société ne l'est pas, ce qui là aussi mérite tout de même d'être explicité, dans la mesure où c'est prendre la laïcité pour la simple, la simple traduction de la loi de 1905. Or, le mot de laïcité n'est pas présent dans la loi de 1905, qui est une loi de séparation des églises et de l'État. La laïcité est quelque chose de plus complexe et de plus vaste. Donc là aussi, il est nécessaire de le redéfinir d'autant plus que nous sommes aujourd'hui dans un moment où cette laïcité telle qu'elle s'est développée en France, telle qu'elle a été pensée en France, est petit à petit fragilisée par une globalisation culturelle qui est en train de nous imposer autre chose, qui est la tolérance anglo-saxonne, caractéristique des démocraties libérales. En fait, pour résumer un petit peu ce que j'ai essayé de montrer à travers l'ensemble de ces notions, il me semble que le néolibéralisme en tant que système économique qui construit petit à petit une forme de totalitarisme soft imposé par des multinationales déterritorialisées, ce néolibéralisme s'appuie
sur une globalisation culturelle qui nous impose une organisation sociale rigoureusement différente de ce qui avait petit à petit été construit en France sous la forme de la République. Ceux qui connaissent la vieille distinction de Régis Debray entre démocratie et république retrouveront là quelque chose de familier, à ceci près que on aurait pu formuler les choses légèrement autrement. C'était la différence entre démocratie libérale et république en tant qu'organisation spécifique de la démocratie. Or, dans les démocraties libérales telles qu'elles existent aujourd'hui, on s'aperçoit que ce volet libéral a été remplacé par le néolibéralisme et que ce néolibéralisme est en train d'attaquer la démocratie. Que donc les démocraties libérales ne sont plus démocratiques. Ou elles le sont de moins en moins. Car à partir du moment où vous avez des entités économiques qui s'extraient de l'obligation de participer au bien commun et qui confisquent le suffrage universel et l'ensemble des rouages pour perpétuer leur pouvoir, vous n'êtes plus en démocratie. La République était une façon de lutter contre l'appropriation du bien commun par des intérêts privés. Ça s'appelle la laïcité et la République s'appuie sur cette laïcité, ce qui en est un des piliers. Parce que la laïcité, ce n'est pas seulement la défense contre l'incursion des religions dans l'espace public. C'est surtout la constitution d'un espace neutre dans lequel on délibère et on permet l'émergence d'un bien commun qui est protégé de l'ensemble des intérêts privés, des intérêts économiques, pas seulement les religions, mais aussi les puissances d'argent. Il n'y a rien de moins laïque que le lobbying qui est aujourd'hui exercé, notamment, par exemple, quand on discute de la loi agriculture et alimentation, mais de n'importe quelle loi d'ailleurs. Donc nous sommes dans ce moment où ce qui faisait la spécificité française d'organisation politique est en train de s'abîmer sous les coups de boutoir à la fois d'une organisation économique qui dérégule et d'une modification de nos références culturelles. C'est particulièrement frappant dans la conception que nous avons du rapport entre la majorité et les minorités dans les sociétés. Nous sommes petit à petit en train d'adopter le minoritarisme anglo-saxon, qui est là aussi un des volets de ce néolibéralisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous définissez la démocratie comme extension infinie des droits individuels et lutte des minorités pour une égalité absolue contre une majorité forcément oppressive, vous n'êtes plus dans l'universalisme républicain. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France occupe une place un peu à part dans cette époque contemporaine, puisque son système était le plus éloigné de celui qui est en train de s'imposer aujourd'hui. C'est-à-dire que la République est à l'opposé absolu du système néolibéral s'appuyant sur les droits des individus et sur la régulation par le droit et le marché. C'est le contraire de ce que nous avons conçu, disons, au bout de plusieurs siècles d'histoire. Et c'est pour ça que la déstabilisation est d'autant plus grande et que nous avons des débats qui sont moqués dans le reste du monde comme étant des débats baroques, comme par exemple le fait de discuter, de savoir si, si l'humain peut constituer un matériau et peut-être instrumentaliser, ce qui est le cœur de nos débats bioéthiques, puisque notre droit, nos lois bioéthiques sont fondées sur une conception directement issue des Lumières, et notamment de la morale kantienne, c'est-à-dire du fait que on ne doit user de l'humain que comme d'une fin et jamais comme d'un moyen. Ce qui apparaît comme archaïque dans un monde où petit à petit s'impose cette idée utilitariste que tout ce qui est faisable par la science doit finalement advenir, puisque le fait impose le droit. Donc, et on voit très bien comment petit à petit la conception, la spécificité française perd du terrain. On le voit dans tous les domaines.
donc sur les questions de laïcité, sur les questions de bioéthique, sur la façon dont on peut concevoir l'intégration. Sur tous ces domaines-là, petit à petit, la globalisation culturelle fait son œuvre et nous impose une société qui ne ressemble en rien à celle qui avait été construite au fil des siècles. La question est de savoir à quel moment on nous a demandé notre avis. À quel moment il y a eu un véritable débat sur l'ensemble de ces questions et un débat pour essayer de déterminer honnêtement quelles sont les valeurs qui doivent fonder notre société et la façon dont nous voulons construire ce rapport crucial qui est au cœur du politique, qui est le rapport entre l'individuel et le collectif. Comment aujourd'hui préserver les libertés individuelles sans pour autant détruire absolument toute possibilité de partager un monde commun et de construire un destin collectif. Je pense que c'est l'enjeu politique à venir. C'est donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est-à-dire en gros, à travers l'ensemble de ces pistes, d'essayer de construire un édifice, de proposer une vision de l'organisation sociale et politique qui peut être la nôtre. Alors on peut ne pas partager ces visions, on peut en effet considérer que par exemple la définition que je donne du libéralisme et la vision que j'en ai n'est pas la bonne. On peut contester la conception que j'ai par exemple du rôle de l'industrie, puisqu'il me semble que l'industrialisation des processus fait partie de cette mécanique progressive d'aliénation et qu'il est nécessaire aujourd'hui de réfléchir à cela et à la façon dont on peut non pas se passer de l'industrie, c'est hors de question. Nous avons besoin de l'industrie, nous avons besoin d'une industrialisation de certains processus, mais l'industrialisation de l'ensemble des processus humains est profondément dangereuse. Donc voilà, j'essaye de réfléchir à la façon dont on peut trouver un juste équilibre. D'ailleurs, la notion de juste mesure est au cœur de ce livre. J'ai essayé de le faire pourquoi ? Parce que j'ai voulu poser ce livre sur la table et dire c'est une base de débat démocratique. Que l'on vienne contester les idées que j'ai voulu porter, que l'on vienne discuter et proposer un autre projet de société. Mais qu'au moins nous ayons ce débat parce que pour l'instant, il est totalement occulté. Et pour l'instant, nous nous voyons imposer des évolutions que nous n'avons pas choisies. Donc, je ne suis pas particulièrement pessimiste sur l'avenir, même si bon, tout de même souvent, mais selon l'idée qu'un pessimiste n'est qu'un optimiste bien informé. Mais il me semble que si ce travail-là n'est pas fait, en revanche, nous allons à la catastrophe. C'est-à-dire que il me semble que ce que j'ai essayé de faire, c'est tout simplement de proposer une autre vision de la société, un autre projet qui soit raisonnable, qui permette de ne pas sombrer dans la violence. C'est-à-dire, pour le dire simplement, et nous en discutions avec Bertrand tout à l'heure, j'ai essayé de penser de 1789 sans 1793. C'est-à-dire comment penser une révolution, une abolition des nouveaux privilèges qui se sont reconstitués, une véritable refondation démocratique qui ne soit pas fondée sur les excès, sur la haine, sur la radicalité. Car si ce travail-là n'est pas fait, je crains le pire pour les années à venir. Parce que nous voyons monter les tensions de toutes parts. Nous voyons les radicalités qui se creusent, qui augmentent de tous les côtés. Et pour ma part, j'ai des enfants, je les ai mis au monde, j'en suis donc responsable. Mais je suis surtout responsable du monde dans lequel je les ai mis. Et il me semble qu'il est urgent de faire ce travail et d'essayer, tous ensemble, de reprendre en main notre destin. Politiquement, je ne sais pas très bien quelle forme cela peut prendre, puisque rien ne se dessine pour l'instant. Mais tout simplement parce que si ce travail idéologique n'est pas fait, alors on se retrouve avec le paysage politique que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un désert. Donc c'est une base. C'est une base et nous pouvons en discuter. Et ensuite peut venir le moment
de se demander quelle suite on donne à cela et quelles sont les possibilités d'agir. Merci Natacha.